La récurrence des contentieux, c'est un cas réel. Chaque année, presque l'ARMP enregistre pas mal de recours et rend des décisions à la matière. Alors, les organes compétents à la matière. On avait évoqué ici la dernière fois la base, la source même juridique de la création de l'ARMP, qui est la loi intervenant du 11 octobre 2012 sous la forme d'une autorité administrative indépendante. Et au terme d'un décret, du décret 154 portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'ARMP, en son article 1er, l'institution qui est l'ARMP est chargée d'assurer la régulation indépendante du système des marchés publics et des partenariats publics. Alors, on avait évoqué les organes qui composent l'ARMP, à savoir le conseil de régulation, la direction générale, on a beaucoup élucidé ensemble. Et en matière de contentieux des marchés publics et partenariats publics-privés, le conseil de régulation de l'ARMP dispose d'une instance d'examen et de décision. Qui parle d'examen fait allusion à une étude approfondie des dossiers en cause en matière de contentieux sur les marchés publics et les décisions qui en découleront à travers l'examen des dossiers par le service compétent de la direction de la réglementation des affaires juridiques pour l'examen des dossiers. Et la décision, elle revient au comité de règlement des différentes fédérations. Les examens sont faits et les décisions sont rendues suite au recours, aux plaintes exercées soit par les candidats, soit par les soumissionnaires au cours d'une procédure de prestation d'information. À part le fait que les candidats ou soumissionnaires saisissent l'ARMP pour statuer sur une irrégularité, l'ARMP aussi a la qualité de s'autosaisir si elle a une information sur une irrégularité au cours d'une procédure de passation des marchés. Elle peut s'autosaisir à travers son conseil de régulation. Alors, à ce titre, l'ARMP est compétente à recevoir non seulement des plaintes, à examiner au fond les dossiers et de rendre des décisions en matière de contentieux des marchés publics et des partenariats publics privés. Vous devez dire un peu. Ok. Le comité de règlement des différends et des sanctions est une instance du conseil de régulation. C'est cette instance qui a la charge de recevoir des plaintes et de statuer afin de rendre une décision sur les plaintes. La mission principale, c'est de recevoir les recours exercés par les soumissionnaires ou les candidats au cours de la passation des marchés publics, examiner le dossier et de rendre une décision capitale. C'est ça sa fonction. Le comité de règlement des différends et des sanctions. C'est une des instances du conseil de régulation. Tantôt, c'est ce qu'on disait, la mission essentielle du comité, Madame Pak. La mission essentielle du comité. Je peux dire les trois points. Oui. Le comité de règlement des différends et sanctions CRDS est une instance du conseil de régulation de l'ARMP. Il siège en fonction des faits dont il est saisi par les tiers ou se
saisine en matière de litige ou en matière de dispute. Il est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles communes de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics, partenariat public-privé. Recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats, soumissionnés au marché public et partenaires publics-privés, relatifs à la procédure de passation des marchés publics et partenaires publics-privés jusqu'à leur exécution. De rendre les décisions suite à l'examen des faits relatifs à la saisine ou à l'autosaisine. Sur le premier point, on dit le CRDS reçoit des dénonciations, des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation des marchés publics. J'ai une question à vous poser. Comment peut-on constater où pouvons-nous avoir des irrégularités avant même la passation des marchés? C'est possible. Avant même qu'on ne passe le marché, qu'on se retrouve face à des irrégularités. Concernant les documents. Oui, il peut y avoir des manquements au niveau de la rédaction des textes. La rédaction. Oui. Ou bien au niveau des offres. Des offres, c'est-à-dire. Là, c'est avant même. Les offres, c'est au niveau de la soumission. Là, nous sommes déjà dans le processus de passation. Mais avant même le processus de passation. Je vais donner juste un exemple. Monsieur Gallo. Oui. Bon, je ne sais pas si ça tient. Maintenant, prenons le 30e jour du dépôt des offres. Oui. Une entreprise vient le même jour, le 30, il dépose son offre et là, un récépissé. Mais je trouve qu'il y a une défaillance au niveau même de la structure qui n'a pas reçu son dossier, qui se dit, bon, le lundi, je vais le faire. Et le lundi, c'est le début d'un autre mois. Et lors de la publication des candidats, il ne trouve pas son nom. Parce que c'est aussi une irrégularité. Oui, ça constitue une irrégularité. Voilà. Mais là aussi, nous sommes dans la passation. Alors, je vais être plus rapide. Ok. Vous avez ce qu'on appelle le délit d'initié. Ça constitue une irrégularité avant même la passation. Qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? Il y a ces soumissionnaires qui sont en contact avec les passeurs de marché. Le soumissionnaire n'est pas censé connaître le montant budget de la ligne du marché. Déjà, on le prépare, on l'informe sur le marché à futur qui doit être objet de passation. On indique le montant avant même que le dossier ne soit rédigé. Déjà, l'entrepreneur est là, il sait, il vise le marché, il commence déjà à monter son dossier petit à petit. Et dès que quelqu'un d'autre est au courant de ça, peut même saisir l'ARMP sous anonymat ou même à travers une lettre. L'ARMP peut aussi avoir l'air sur ça avant. Pour me citer différent. Pendant, là, déjà on sait, c'est au cours de la procédure de passation comme M. Laxi me dit. Le deuxième point, recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats soumissionnaires au marché public de partenariat public-privé relatifs à la procédure de passation des marchés publics et publics ainsi qu'à leur exécution. Là, c'est tout à fait clair. Le CRDS rend des décisions suite aux examens effectués sur la saisine ou sur l'autosaisine. S'il vous plaît. De celle-ci. Oui. Je n'ai pas très bien compris votre exemple par rapport aux différentes
problèmes qu'il pourrait avoir avant la passation de marché. Vous avez pris l'exemple du délit d'initié. Oui. C'est-à-dire les informations qui sont, si j'ai bien compris, qui sont véhiculées avant même que l'objet du marché ne fasse l'objet de publication. Oui. J'aimerais juste que vous approfondissiez un peu la partie. Quel est l'impact de, juste sur votre exemple, l'impact de cela sur le marché à tant que tel et sur les futurs concurrents. Dans la mesure où vous avez pris l'exemple sur l'enveloppe budgétaire qui est prévue. L'enveloppe budgétaire fera l'objet de publication dans le DAO, à ce que je sache, j'ai bien compris. Je n'ai pas compris l'impact réel de ce délit d'initié, non seulement sur les concurrents, mais sur l'objet du marché qui fera l'objet de publication. L'impact de ce délit d'initié va jouer sur même les principes généraux de la commande publique, à savoir l'égalité de traitement des candidats. Il y a un candidat qui est là, il est informé sur le montant. Il prend de l'avance. Oui, il prend de l'avance sur les autres. Donc là, il n'y a pas d'égalité de traitement sur le marché en cours. Pour ne citer que cela. Alors, la bonne conduite que le cadre des marchés publics impose à toute partie prenante, il est impératif du système national de la commande publique, les impératifs du système national de la commande publique imposent aux acteurs le respect de certains principes incontournables dont la mise en œuvre participe à un assainissement du cadre global de gestion des finances publiques et renforce l'amélioration de la crédibilité de l'État aux yeux des citoyens et des partenaires techniques et financiers. Donc, la charte d'éthique de la déontologie fait allusion à montrer aux candidats quelles sont les bonnes conduites à tenir, non seulement par les agents publics, mais aussi par les candidats, les soumissionnaires et les bénéficiaires des marchés publics. Et cette même charte évoque des mesures de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Votre niveau de batterie est faible. Et la charte mentionne aussi les sanctions qui seront encourues et les modalités de leur application en cas d'infraction à la réglementation. Puisque la loi a un caractère préventif, avant de faire une répression, Monsieur Diallo. Oui. Bonne nuit. je disais, puisque la loi a un caractère préventif, avant de faire une répression pour aboutir à des sanctions, elle nous prévient. Le livre, la bonne conduite, veut dire quoi? C'est de donner la possibilité à toute personne remplissant les conditions requises de se porter candidat à un marché public. L'égalité de traitement des candidats, qui suppose la non-mise en œuvre des dispositions qui, par leur existence particulière, écartent d'autres candidats.
en se fondant sur d'autres conditions que celles que la réglementation des marchés publics permet d'imposer concernant leur situation juridique, leur capacité technique, professionnelle et financière ou encore les caractéristiques des offres. Je vais donner un exemple sur ce point. Il arrive souvent qu'en montant les dossiers d'appel d'offres, dans les DAO, sur les spécifications, par exemple, nous voulons acheter les véhicules 4x4, il y a d'autres personnes qui donnent directement le nom du véhicule. Ça constitue une inégalité de traitement. Parce que déjà, on sait qu'on a ciblé un concessionnaire à la matière, la marque. Si on veut une voiture 4x4, on donne juste les spécifications, mais on ne donne pas le nom. Pour pouvoir permettre aux autres concessionnaires de pouvoir participer. La transparence des procédures suppose la publication régulière en temps opportun de toutes les informations sur les marchés publics et PPP conformément aux dispositions de l'article 54, si je ne me trompe pas, du Code des marchés publics. L'autre point, c'est l'économie et l'efficacité de la dépense, qui suppose aussi que l'action de l'État doit s'inscrire dans le seul but d'améliorer la qualité du service rendu à l'usager, c'est-à-dire au bénéfice du citoyen. L'équilibre économique financier, là aussi suppose la garantie aux co-contractants de la sphère publique des équilibres financiers du contrat conclu à l'issue de la procédure de passation. La charte aussi et l'éthique de la déontologie au niveau des autorités contractantes, la loi APD. Affranchira la procédure des marchés publics de l'interventionnisme des supérieurs hiérarchiques de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation. Cela suppose quoi, à votre avis? Affranchira la procédure des marchés publics de l'interventionnisme des supérieurs hiérarchiques et de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation. On rencontre ces cas à chaque fois. Tu peux nous expliquer ce point? Ok. Là aussi, on constate dès qu'une commission est mise en place pour procéder à une ouverture, évaluation d'une offre concernant un marché, les chefs hiérarchiques qui ne sont pas de la cellule ou de la commission n'ont pas obligation d'influencer la commission à travers des interventions pour dire qu'il faut donner le marché à tête ou tête. Il ne doit pas faire des recommandations. Il ne doit pas faire des recommandations. La commission est libre et autonome sur les décisions qu'elle prend. S'abstiendra à influencer les décisions des acteurs en évitant notamment de s'impliquer dans les opérations et de réserver ses interventions à l'approbation des actes posés en amont par les subordonnés. Là, c'est vrai. L'autorité contractante veillera au fonctionnement régulier des services de contrôle interne. S'engagera à entretenir une bonne image de l'administration en observant une irrégularité et une moralité irréprochable dans le traitement des dossiers. Et l'autorité contractante aussi a obligation à une utilisation rationnelle des deniers publics, à un traitement aussi équitable de tous les soumissionnaires des marchés publics.
L'autorité contractante n'utilisera pas sa fonction ni les informations qu'il détient de ce fait, ni les biens dont il dispose à ce titre dans un but personnel ou pour des activités étrangères au service. La commission de passation. Quelle est la composition de la commission de passation? Quelqu'un peut nous revenir expliquer un peu sur la commission? La commission de passation est composée d'un président, d'un rapporteur et des membres de la commission. Des observateurs. Et des observateurs. Et des personnes sachant. Des personnes sachant. Alors, le rôle de la commission est chargée de l'ouverture des prix, du jugement des offres, et émettra des réserves dans le procès verbal de dépouillement pour toute anomalie relevée dans la procédure de passation au besoin de l'autorité contractante. Et exercera le recours prévu par la réglementation sur la base de ces réserves. La commission est composée de, comme M. Lassie vient dit, composée du président de la commission, qui est la personne responsable des marchés publics ou son assistant, s'il n'est pas là-bas. Il y a un rapporteur, il y a 2 membres du service bénéficiaire et l'autorité contractante peut faire appel à toute personne qu'elle juge nécessaire de, comme sachant, un sachant, pour pouvoir procéder à l'évaluation dans les règles de l'art. L'observateur indépendant, il y a combien? D'habitude, au cours de l'ouverture et de l'évaluation des offres, vous verrez toujours 2 observateurs. L'observateur de la DGCMP, qui vient participer à l'ouverture, juste l'ouverture,